Les examens du ministère évaluent-ils les connaissances des élèves ou aussi leur capacité à gérer l'anxiété? Avec nos débatteurs ce soir, Maude Goyer, Joanne Vracas, Alain Reyes et Victor Henriquez. C'est parti pour 30 minutes de débat. Alors oui, les vacances d'été, oui, elles vont arriver à un moment donné. Ça s'en vient pour des milliers d'élèves de la province. Mais avant d'aller profiter du soleil, il faut quoi? Il faut passer à travers les examens du ministère. Hein? D'ailleurs, les élèves de fin de secondaire sont en pleine période d'examen ministériel au Québec. Une période qui peut être déterminante pour leur avenir et qui vient, pour certains d'entre eux, avec un stress immense. Et on peut le comprendre parce que des mois d'apprentissage sont évalués en une poignée d'examens concentrés parfois sur seulement quelques jours. Les examens, ça me stresse de fou. Ça me stresse de fou. On dit aux élèves de respirer, de relativiser, de bien dormir. On leur parle d'équilibre, de santé mentale, de gestion du stress. Moi, je pense que la source principale, c'est la pression, la performance et la quantité de travail. Ça fait partie de l'apprentissage que tu es en mesure de gérer son stress. Au-delà de la capacité des élèves à gérer leur stress, certains sont d'avis que le système en lui-même pourrait être amélioré. Oui, je pense que d'autres structures, d'autres formats qui existent à travers le monde, qui font leurs preuves, desquels on peut assurément s'inspirer. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un système qui, au lieu d'envoyer un certain nombre de nos jeunes à l'échec, on les envoie uniquement lorsqu'ils sont prêts à réussir? C'est d'ailleurs ce qui se fait en Italie. Quand on pense qu'en 4e et 5e secondaire, la pondération de ces examens peut atteindre 50 de la note finale, on peut comprendre que pour plusieurs élèves, tout peut se jouer en une seule journée. Là, il y a l'examen de français final, comme qui va décider si on peut aller au cégep ou pas. Malgré le stress, reste que les examens du ministère ont leur utilité. Ça permet carrément d'attester que le diplôme qu'on vous décerne correspond carrément à un diplôme d'études secondaires. À ça, on peut aussi ajouter l'équité d'évaluation entre les écoles, mais aussi la détection de lacunes systémiques observables grâce aux résultats obtenus dans ces examens. Tout ça vous donne des informations ou des données de système qu'on n'aurait pas autrement et qui nous permettent même de poser certains gestes. Notre question ce soir, est-ce qu'on devrait aller jusqu'à abolir les examens du ministère? Elle est toute courte, cette question, mais j'imagine qu'il y a des longues réponses à y donner. Premier argument, Maude, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis contre les examens du ministère, en fait. Puis attention, je suis contre dans la formule actuelle, c'est-à-dire que je ne suis pas contre l'évaluation et les exigences qu'on donne aux élèves. Mais je trouve que la pression qu'on met sur les étudiants qui ont toutes sortes de problématiques, résumer tout leur apprentissage à une journée de performance, je trouve que ça fait pas de sens. Alors, on devrait abolir selon toi, Joanne? C'est beaucoup trop de pression sur des jeunes. Moi, mon plus vieux, il y a 10 ans, ils ont commencé à faire des examens du ministère en 4e année en ce qui concerne les dictées. C'est une période de stress absolument incroyable pour les familles, mais pour les jeunes, on est en train de leur dire que tout dépend quasiment sur ce test, sur ce moment-là dans leur vie. Victor? C'est pas parce que c'est difficile qu'il faut l'abolir. Au contraire, il y a un apprentissage là-dedans, il y a une occasion de briller, il y a plein de choses. Mais surtout, il y a un besoin d'équité à travers le Québec, à travers les élèves, de s'assurer que cette équité-là, et l'examen joue ce rôle-là. Alain? Les examens du ministère sont la seule mesure, seul outil standardisé commun pour tous nos élèves partout au Québec. C'est une façon de pouvoir les évaluer, quelle que soit leur école, leur région, leur milieu socio-économique, leur enseignant, pour s'assurer que leur diplôme a une vraie valeur. Puis je pense que ça mérite qu'on maintienne tout ça en place. Alors, le clan du oui d'un côté, du non de l'autre. Allons voir ce qu'en pensent les internautes depuis que la question est en ligne depuis 17 heures. Eh bien, 19 seulement des internautes nous disent oui, on devrait abolir les examens du ministère, alors que 81 pensent que non. J'entends des réactions à ma droite. Oui, mesdames, vous allez avoir du travail à faire ce soir. Oui. Je sais que vous êtes armés de plein d'arguments. Quand vous êtes... Laissez parler un peu les gens, je pense, puis quand vous serez prêts, vous irez revoter, parce qu'on commence le décompte. Et n'oubliez pas de commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et je vous rappelle que vous avez accès à vos interrupteurs. Gênez-vous pas pour vous en servir. Maude, c'est un dossier sur lequel tu t'es attardé à quelques reprises. Je lisais certains articles. Là. Oui, tu en as fait récemment un sur Nouveau.info, mais tu en as fait également l'an dernier. Je pense que c'est récurrent. Je pense qu'à chaque fois que j'imagine que ta marmaille se retrouve en examen du ministère, ça te questionne sur l'utilité. La réflexion revient toujours, puis posez-vous la question, là, si vous demandez à n'importe quel jeune que vous croisez, est-ce que ce jeune-là va vous dire hey, « oui, j'ai tellement hâte à mon examen du ministère, c'est tellement le fun, j'ai hâte ». Et est-ce que, si c'est bon pour le stress, supposément, est-ce que vous, comme adulte, quand vous passez aux examens du ministère il y a 20 ans, vous faites comme « hey,
C'est un bel apprentissage de la vie. J'ai Ouais. vraiment apprécié. On se souvient quand même que ça a été un peu traumatisant peut-être pour certains à certains moments, mais même pendant qu'on faisait la recherche et qu'on se préparait, on se disait hey, c'est vrai, il y en a même au primaire. Ça, c'est un peu primaire. La quatrième année, il arrive à la maison avec sa liste de mots, puis il est super stressé. Il y a 10 ans, je dis. Puis j'essaye justement d'expliquer que le test du ministère, c'est vraiment aussi pour évaluer l'école. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Mais le message qui est véhiculé aux enfants, c'est pas ça. Le message, c'est tout dépend de ce moment. Il faut absolument réussir. Puis moi, je peux dire à mon garçon, fais ton mieux, essaye de ton mieux. Mais il y a comme deux messages, l'école, puis il y a la famille. Ouais. Quand je te parle d'Alain, j'imagine que tu disais, ben oui, Alain, l'ancien politicien, l'ancien maire, mais il a aussi été professeur de mathématiques et directeur. Il a été directeur au primaire et au secondaire et qui est entouré d'enseignants, de directeurs, de cadres dans le centre de service scolaire. On va plonger dans ce secteur-là de ta vie, dans ton passé. Qu'est-ce qu'on cherche à mesurer avec des examens du ministère, Alain? Bien, premièrement, on essaie d'uniformiser les évaluations partout parce que dans toutes les régions du Québec, les enseignants n'enseignent pas de la même façon. Certains enseignants sont plus lourds, d'autres sont plus sévères. Donc, on regarde les résultats avec les résultats de l'année, puis il y a des pondérations qui se font avec des algorithmes pour s'assurer d'avoir une moyenne qui est uniforme en fonction du Québec. On vérifie aussi les milieux socio-économiques. Même le ministère, ça lui permet d'avoir des données pour pouvoir vérifier s'il ne doit pas adapter les programmes éducatifs. Les chercheurs d'université se servent de ces données-là pour pouvoir évaluer. Ça nous permet de nous comparer à travers le monde avec d'autres pays par rapport à ces balises-là. Oui, mais moi, j'ai l'impression, c'est drôle, parce que le même argument que toi, là, mais d'un angle complètement différent, je trouve que ça accentue les inégalités parce qu'on le sait que si tu as du tutorat, si tu es aidé, tu es accompagné, si tes parents valorisent l'école, s'ils parlent bien de l'école, s'ils t'aident dans tes devoirs, tu vas avoir plus de chances de réussir. Donc, c'est pas vrai qu'un examen standardisé, puis je suis pas en train de dire que ça n'en prend pas du tout, mais la formule actuelle ne fonctionne pas. Et par ailleurs, dans plusieurs pays où l'éducation est très valorisée, non seulement on remet en question le bulletin chiffré, mais on remet en question l'examen du ministère où on l'enlève. Quand on a voulu remettre le bulletin chiffré, juste répondre à ça vite, là, c'est les parents qui se sont scandalisés parce que j'étais là lorsqu'il y a eu la réforme d'éducation où on voulait l'enlever les notes pour les évaluations. C'est l'ensemble des parents du Québec qui se sont scandalisés, qui a obligé le milieu scolaire de reculer là, en passant là. Il faut aussi accepter la société dans laquelle on vit. La société et le milieu économique dans lequel on vit. Nous sommes dans une société de performance. Nous sommes un pays nord-américain où le capitalisme est très fort, où la productivité est importante. Et notre système est basé là-dessus aussi. Moi, mon fils a le même âge que le tien, Joël, et il a eu son premier examen du ministère. Puis je lui disais, ben, c'est une occasion de briller, tu vas te comparer à tout le monde. Il faut que tu vois ça comme quelque chose de fun. Il me dit, oui, mais si j'échoue, oui, mais justement, l'échec ne doit... Non, mais il faut qu'on apprenne aux jeunes à échouer. Il faut qu'on apprenne aux jeunes à se relever. Mais il faut arrêter à un moment donné de vouloir que tout soit le fun. Tu disais tantôt, il n'y a personne qui se rappelle avec plaisir de ces examens. C'est entièrement vrai. Je n'avais aucun plaisir à faire l'examen du ministère, mais vous savez quoi? Ça faisait partie du processus et de ces choses qui étaient importantes. La vie est déjà stressante. La vie, elle est stressante. On veut développer la résilience des enfants. Jamais dans ta vie, dans ta job, je vais te dire que je vais t'évaluer en 3 heures en silence puis je vais te regarder là. Mais tous les jours. On a parlé d'équité. On a parlé d'équité beaucoup. Là, on sait qu'il y a deux niveaux quasiment d'école. Il y a un système public puis un système privé. Puis moi, je me pose la question sérieusement. Là. On sait que le système public est en train de souffrir, OK? Personnel, les étudiants, les édifices, OK? Là, tu tombes dans un système privé où peut-être que tu as plus de temps d'apprentissage, tu as des profs, tu as des classes qui sont plus petites, moins nombreuses. Comment est-ce qu'on fait cet équilibre-là? Tu vas me dire que le test est standardisé. Oui, mais la personne, le jeune qui n'a pas eu la même opportunité, le même temps d'apprendre. Le test est standardisé, mais est-ce que le service offert... C'est ça, c'est la question est là, le service. Je vais répondre à ça. Un enseignant a tous les pouvoirs pour adapter l'enseignement et même l'évaluation avec chacun des élèves en fonction de ses difficultés. On sait que ça ne marche pas, ça, dans la pratico-pratique dans les écoles. Un enfant dans une classe, il y a des professeurs qui ont peut-être 10 élèves qui ont des situations particulières. L'élève a le droit à plus de temps. Il a le droit à des outils pour s'aider. Il a le droit d'avoir des notes. C'est pas tous les élèves. Les enseignants adaptent. C'est un monde idéal, je crois. Non, c'est pas un monde idéal. C'est concret. En ce moment, les enseignants adaptent l'enseignement et ils adaptent l'évaluation en fonction de la situation. Pas plus de poids, puis pourquoi, comme en Italie, qui est testé dans la capsule, super intéressant, ils ont un examen du ministère qui est reconnu et qui est standardisé. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que les enseignants décident le moment où ils sont prêts. Donc, ça évite que l'enfant se sente comme un échec
alors qu'il peut avoir très bien appris, mais il peut être pas bon avec la personne sur ce pression. qu'on est en train d'évaluer à travers ces examens-là. Tu sais, je t'entends dire les enseignants ont tous les outils, mais est-ce qu'ils ont les ressources? Également. Parce que d'une école à l'autre, est-ce qu'on n'est pas en train, en fait, à travers ces examens-là, davantage d'évaluer les écoles, l'enseignement qui est offert et pas l'apprentissage que le jeune a réussi à intégrer? Non, honnêtement, au bout de la ligne, l'objectif ultime, c'est d'évaluer l'élève, lui donner un résultat, puis voir si les acquis dans l'année, il a été capable de les atteindre à la fin de l'année en les résumant. Ça s'additionne à tout ce qu'il a fait. Puis le professeur, à la toute fin, est capable même lui-même, dans sa propre classe, de pondérer. Si un élève qui a 90 toute l'année, il arrive à la fin de l'année, situation de stress particulier, il échoue. Il échouera pas son année, là. Attention, c'est faux, on oublie les autres modèles. L'école à la maison, l'alternatif. Il y a énormément de modèles qu'il faut être capable de ramener à une pondération unique. À un moment donné, lorsqu'on donne trop de contrôle au professeur pour faire du à la pièce, on va finir par perdre l'unicité et la standardisation de notre système d'éducation. Donc, on évalue tout ça, toutes nos différentes façons d'enseigner, mais c'est finalement l'élève qui écope de la note en bout de ligne. Mais échouer n'est pas une finalité négative tout le temps. Échouer, non, mais il va falloir... mais justement, l'enjeu, il est là. Il faut qu'on apprenne l'échec. Il faut qu'on apprenne le rejet et l'échec, et ça passe par ça aussi. Un échec à 10 ans, c'est peut-être pas le même qu'un échec en secondaire 5 qui t'empêche d'aller au cégep en même temps que tout le monde. Je sais pas, je soulève ça. Je rappelle notre question, est-ce qu'on devrait abolir les examens du ministère? C'est la question du débat de ce soir. On s'en va à la pause là-dessus. Allez répondre, commentez également. On poursuit sur retour. On est de retour au débatteur. Notre question ce soir, je vous la rappelle, elle est toute simple. Est-ce qu'on devrait abolir les examens du ministère? Oui, vous avez peut-être des enfants en ce moment qui sont, j'espère, à cette heure-ci, peut-être couchés, si on a un examen du ministère demain, surtout, qui sont stressés par ce moment important. Selon l'âge, la pondération est encore plus importante. On parle de 4e, 5e secondaire, jusqu'à 50 de la valeur de la note totale. C'est énorme. Alors, l'échec, dans ce cas-ci, on comprend peut-être qu'à 10 ans, c'est une chose. Ça vaut à peu près 20 de la note finale. Ça ne met pas un élève nécessairement en échec pour son cours, mais à 50 ça peut faire toute une différence. L'échec, ça fait partie de la vie. Il n'y a personne qui dit que c'est pas bon à cause de la possibilité de l'échec. Il faut quand même former nos enfants puis les élever à comprendre que la vie, là, c'est pas tout rose puis des bonbons. Là. Il y a des problèmes dans la vie puis c'est correct. La première chose à dire, c'est que, OK, pourquoi rajouter du stress là-dedans? Et le bulletin existe déjà. Les tests existent déjà pendant l'année. Pourquoi tout mettre sur une journée, un test? Oui, c'est ça. Parce qu'on a besoin de s'assurer aussi que tous les jeunes ont une égalité des chances. Oui, mais ça n'existe pas, l'égalité des chances. C'est pas vrai, ça. Parce que, quels que soient les milieux, il y a des parents qui accompagnent, d'autres qui accompagnent moins. Mais la réalité aussi, c'est qu'on l'a vu dans l'année de COVID, par exemple. Durant l'année COVID, les examens du ministère ont été annulés. Il y avait 2 pondérations, ceux qui réussissaient, ceux qui réussissaient pas. Quand tu as juste cette pondération-là, qu'est-ce qui vient après ça en ligne de compte? L'école de laquelle tu viens, le milieu, la ville, le milieu... Il y a plein d'éléments qui sont justement injustes, qui peuvent venir pondérer. Alors que là, bon ou mauvais, ce que l'on a, c'est une pondération qui est égale pour tous sur une même base. Et ça, il faut le conserver. C'est aussi ça. Je vais donner un exemple clair. Là. Exemple, vous êtes dans une école, il y a un professeur qui aime pas, qui n'est pas très sévère avec les élèves, qui dépose des examens tout au long de l'année, qui sont relativement faciles. Ils ont des moyennes de 90 Ils arrivent à l'examen du ministère qui est le même pour tous les élèves. Puis là, sa moyenne, elle est à 61 Bien, c'est là que le gouvernement remet en question le système et même le directeur d'école a un travail pédagogique à faire avec cet enseignant-là parce que lui reçoit tous ses résultats. Une année, ça passe, il peut arriver quelque chose. Mais si, année après année, on arrive à cette situation-là, ça redonne une responsabilité du travail pédagogique du directeur de faire l'accompagnement avec l'ensemble de son personnel. Non, l'élève, sa pondération est faite. S'il y avait 90 tout au long de l'année, parce qu'il y avait un professeur qui était lousse, puis que là, l'examen est à 60, puis la moyenne nationale est à 75, ils vont ajuster les notes avec un algorithme. J'aimerais ça dire quelque chose. Alain, dans ce cas-ci, comment ça se fait que le centre de service scolaire ou la direction ne voit pas ça quand toutes les moyennes des autres professeurs sont plus basses, puis celle-là est vraiment excellente? Puis je veux donner l'exemple de l'école alternative, super important, parce qu'avant, l'école alternative, il n'y avait pas à passer les examens du ministère. Moi, ma fille est allée à l'école alternative. Et c'est des apprentissages par projet, on apprend autrement. Parce qu'il y a autant de façons d'apprendre que d'enfants. Donc là, on donne quelque chose de standardisé à des enfants qui apprennent de toutes sortes de façons. Quand on a enlevé l'examen du ministère aux enfants de l'école alternative, c'est
drôle, hein? Et ils performent très bien, ils font des grandes je vais études t'expliquer universitaires, ils ont pourquoi. beaucoup de succès. Les enfants de l'école intensive sont reconnus pour être très débrouillards, Bon, prendre beaucoup c'est d'initiatives pas- le et professeur- avoir beaucoup d'autonomie. Le professeur peut Donc, utiliser le modèle pédagogique qu'il veut, comme tu l'expliques, avec ses élèves. Mais au bout de la ligne, il a l'obligation d'enseigner le même programme oui, pédagogique absolument. que de toute l'école. Donc, il peut faire un enseignement différent. Si, en faisant un enseignement différent, ses élèves réussissent mieux, tant mieux, ils devraient mieux Il y a réussir pas dans beaucoup l'examen. d'enseignements Mais là-dessus, différents. pédagogique, le au-delà même de pour tous. l'enseignement différent, parce que c'est sûr que dans chaque classe, ça se passe selon l'enseignant. Tout à fait. Après ça, la façon d'évaluer l'élève peut varier d'un enseignant à l'autre. Et cet examen-là, ça ne permet pas justement de s'assurer que, peu importe dans quelle classe, les élèves de la cohorte de 4e année de telle grosse polyvalente, bien, tout le monde a eu la même évaluation, peu importe La l'enseignant même qu'ils ont eu. évaluation, Ouais, oui, mais pas la même ligne de départ. Moi, je suis pas du tout convaincue que ça va bien, puis c'est la même chose dans toutes les écoles. Oui, peut-être, parfois, tu as une école où il y a un professeur avec des élèves en difficulté, avec 10 étudiants qui peuvent se permettre de donner le temps, de prendre le temps. On le sait que c'est pas comme ça dans toutes les écoles, surtout à Montréal, dans un système public qui est déjà surchargé. La ligne de départ n'est pas la même. Puis, OK, oui, le test est standardisé. On va regarder comment les jeunes vont performer cette journée-là, mais ça compte quand même. C'est un pourcentage d'une note, puis un échec sur cet examen-là, c'est des conséquences à long Moi, terme. on parle beaucoup des jeunes qui échouent, mais on parle peu des jeunes qui réussissent. Ouais. Parce que tu parles de cette pondération-là. Imaginez quand vous venez d'une école de milieu défavorisé. Et que le préjugé envers votre école est automatiquement négatif. Et on les connaît toutes, ces écoles-là. Lorsque votre pondération à l'examen du ministère est bonne, vous pouvez rentrer n'importe où. Et justement, il y a aussi ce côté positif-là de dire, quel que soit le milieu duquel tu viens, on va, à un moment donné dans ton parcours, t'évaluer sur les mêmes bases que tout le monde. Ça, pour moi, c'est de l'équité. Alors oui, il y a ceux qui échouent, OK, mais en mais même temps, ceux qui échouent... Mais moi, j'ai une question. J'ai une question à l'enseignant. Est-ce que les parents ont une indication, on pourrait dire, c'est-à-dire que si ton élève, là, ton enfant a eu telle note dans cette classe-là et que la moyenne de la classe était tant à l'examen du ministère, est-ce qu'on connaît les moyennes des autres classes de la même année pour pouvoir comparer si notre Bien, ils vont enfant avoir a eu la bonne, le bon enseignement ou pas? Tout à fait. Ils ont leur résultat de l'année, leur 50 de l'année. Ils ont le résultat de leur examen, puis ils reçoivent le relevé final du ministère où la note, elle a bougé. Fait qu'ils sont capables automatiquement de savoir à la toute fin. En fonction de la moyenne de la classe oui, mais de leur élève. c'est leur école, c'est leur élève. Ça, eux c'est le autres. travail du directeur tout à fait. de comparer. Oui, mais Et tantôt, l'exemple que je donnais, c'est aussi l'inverse. Hein. Ils ont un professeur qui est extrêmement sévère avec les élèves parce qu'il est dur avec. Il les pénalise parce que lui, dans sa façon d'être, il veut pas leur donner de chance. Il veut bien les préparer pour la fin de l'année. Puis là, ils se ramassent à l'examen. Ils ont une super note parce que l'examen est uniforme pour tous. Le gouvernement va pondérer à la hausse le résultat à ce moi, je suis moment-là. d'accord avec une partie de ce qu'Alain et Victor disent. Pour vrai, il y a plein d'affaires que je trouve qui ont plein de bon sens. Ce que j'aime pas, c'est qu'on mette ça tout sur quelques heures, une semaine. En secondaire 4, tu as des journées d'examen du ministère. Donc, tout est résumé à ce moment-là. Si la fille, elle a ses règles, vous avez mal dormi, vous êtes stressé, tu as de la pression, tu peux flopper ton année à cause de ça. Mais Alors moi, j'en que connais l'exemple pas en beaucoup. Italie, l'exemple en Italie Ouais. est vraiment intéressant parce que le professeur va juste dire si l'élève est prêt, on l'envoie à l'examen du ministère. Donc, ça donne plus de Faisons un poids à parallèle l'opinion du d'ailleurs. Tu sais, professeur. quand on suit un cours de conduite, il n'y a pas un enseignant d'un cours de conduite qui va envoyer son élève à la SAC pour passer son examen s'il n'est pas prêt. Après. Est-ce qu'on ne devrait pas faire la même chose avec les élèves à Je comprends l'école? pas c'est la qu'il y a une logique reprise, de hein. tout mettre ça sur On va un trouver- moment, on va quelques trouver, heures. là, ça veut dire que quelqu'un fait son examen aujourd'hui au ministère, on veut avoir le même. Rappelez-vous, quand il y a eu des fuites d'un examen, comment ça a été un scandale partout, impossible si On on peut va en avoir la créer même plusieurs, évaluation maintenant. pour OK. tout le monde. Commentaire de Charles à notre question. Oui, je comprends leur importance, mais malgré les examens du ministère, la qualité du français continue de diminuer. C'est normal de se questionner sur les limites de ce modèle actuel. Selon Charles, on devrait le revoir. On s'arrête quelques minutes, d'autres commentaires au retour et on verra si l'aiguille a bougé. Est-ce qu'on devrait abolir les examens du ministère? Commentaire de Luc. Non. Les examens ministériels servent à établir un standard pour évaluer les compétences des élèves, peu importe leur région ou leur école. Stéphanie nous dit oui.
Ça fait vivre énormément d'anxiété à nos jeunes et un seul examen peut parfois avoir trop d'impact sur une note finale. Et Catherine nous dit non, on est tous passés par là, on a survécu. Ce serait de cajoler nos jeunes qui, lorsqu'ils auront 20 ans, ne supporteront pas le milieu de travail. Ça m'amène à vous demander, Victor, est-ce qu'abolir les examens du ministère, ce serait une façon de surprotéger nos jeunes? Tout à fait. Il faut apprendre à nos jeunes à embrasser l'échec comme faisant partie du parcours. Nelson Mandela disait, dans la vie, je gagne ou j'apprends. Et ultimement, l'échec te permet d'apprendre. Et si on inculque ça aux jeunes, bien justement, à ce moment-là, les examens vont non seulement servir à ce qu'ils servent en pondération, mais ils servent aussi à comprendre l'effet de l'échec et du stress. Oui, le stress fait partie de la vie, mais on est comme dans une espèce de mentalité où, parce qu'on a souffert, on va faire souffrir les plus jeunes. Puis en passant, le stress de l'examen, puis en passant, il y a toutes sortes d'études psychologiques qui sont faites sur cette génération, là, la jeune alpha, là, puis c'est ça, on est rendu alpha, c'est ça. Ils sont en train de vivre de l'anxiété comme à cause du téléphone cellulaire, dans le tapis. Donc, il faut peut-être s'ajuster puis comprendre que les choses ont changé. Je dis pas d'enlever tout le stress de leur vie. Alors, on va cellulaire, pas l'examen. Est-ce qu'on n'est pas en train de mêler parfois avec nos jeunes qu'est-ce qui est de l'anxiété, qu'est-ce qui est du stress chronique versus qu'est-ce qui est du stress momentané qui est normal? Mais c'est comme si on leur demande de gérer un stress que nous, on crée, puis on leur dit aussi, il faut parler de santé mentale, il faut parler de bien-être, mais là, aujourd'hui, allez, vas-y, performe. Puis on leur met beaucoup la pression. Tout se passe au secondaire, là. C'est vraiment, le discours n'a pas beaucoup changé. Tout se passe aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est paradoxal. Okay. Rapidement, Alain. Moi, je pense qu'il faut maintenir ça. Les jeunes doivent apprendre à gérer leur stress. Ça fait partie de la vie au quotidien. Ils ont 16-17 ans. Ils vont s'en aller au cégep. Ils vont être évalués. Il va y avoir des sélections qui vont se faire. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est comme aller à une entrevue. La première, elle est tough. Et à force d'en faire, tu deviens de mieux en mieux. Bon, c'est pas un examen du ministère, c'est une petite évaluation rapide. On va aller voir ce que ça donne. En début d'émission, 19 des internautes pensaient que oui, on devait abolir les examens du ministère. 81 non. On termine ça comment? 15 seulement des gens qui ont répondu à la question depuis 22h30 pensent que oui, alors que 85 des gens pensent que non. Ils n'ont pas échoué toute leur année à cause de ça. C'est ce que je dis, hein, Maude. L'important, c'est que ça fait réfléchir les gens. Exactement, puis on a informé les gens. On gagne Mandela. Mandela, c'était très bon. C'est Alain Reyes, le choix du public pour les meilleurs arguments. Tiens, l'ancien professeur. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit, excellente fin de semaine. On se retrouve lundi. Bye-bye.